Joël Bozou est en visite au Mali. L'initiateur de Peace and Sport et conseiller du Prince de Monaco est présent dans notre pays dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de réconciliation et de cohésion sociale à travers le sport. Il a été également reçu ce matin par la première dame Keïta Aminata Maïga. Maladie héréditaire très fréquente chez les personnes de couleur. Elle se manifeste de le bas âge. Il s'agit de la drépanocytose dans votre chronique santé du jour en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Et nous démarrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. C'est avec une grande surprise, une forte préoccupation que le gouvernement de la République du Mali a appris que ce lundi 27 avril 2015, des affrontements ont eu lieu à Ménaka, région de Gao, entre certains groupes armés. Le gouvernement de la République du Mali condamne cette reprise des hostilités et ce regain de violence au moment même où, avec la communauté internationale et les parties prenantes, tous les efforts sont en train d'être déployés pour arriver à un accord de paix, gage d'un retour de la stabilité et de la reprise des actions de développement. Dans cet esprit, le gouvernement de la République du Mali rappelle à toutes les parties les engagements pris à travers l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014 et la déclaration de cessation des hostilités signée le 24 juillet 2014 et reconduite le 19 février 2015. Le gouvernement invite l'ensemble des acteurs à redoubler de vigilance afin que des actions de provocation ne viennent remettre en cause tous les efforts consentis par le Mali et la médiation internationale en vue du retour définitif de la paix. Bamako abrite pour la première fois la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. 26 affaires en voie de recours de cessation de cassation des cours d'appel de Bamako, Dakar et Niamey sont inscrites au rôle de cette audience. Il s'agit des dossiers relatifs notamment au recouvrement des créances. Agali Aga Adissa nous en parle. Jadis, les recours en cassation étaient tranchés par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA à son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est dans le but de rapprocher la justice des justiciables que les membres de cette Cour se déplacent dans les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Il vaut mieux que la Cour se fasse connaître, se fasse voir sur le terrain. Et donc, depuis novembre 2013, nous avons donc entamé les audiences foraines. C'est vous dire que nous avons fait, si vous voulez, mis sur la balance les coûts de la justice de la CCJA. Nous voudrions que la justice de la CCJA soit accessible. La Cour s'est prononcée sur les 26 dossiers en recours de cassation inscrits au programme de cette audience. 26 dossiers parlant de différentes affaires. Les objets varient, mais la plupart des cas, généralement, c'est plus ou moins de recouvrement de créances, c'est plus ou moins de liquidation de sociétés. Le Mali est un membre fondateur de l'OHADA. Ce n'est que justice que la Cour se déplace jusqu'à Bamako. C'est une première, mais nous espérons que dorénavant, la Cour va continuer à venir le plus souvent. La Cour est saisie après que les cours d'appel aient statué. Lorsque les plaideurs ne sont pas satisfaits, ils ont le droit de faire un pourvoi devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, formée de 13 juges, statue sur les recours de cassation en lieu et place des cours de cassation nationales. Elle organise et contrôle également le bon déroulement des procédures d'arbitrage. La Cour constitutionnelle a de son côté proclamé cet après-midi à son siège la liste des candidatures validées pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale suite au décès le 24 février 2015 de la députée Oumou Simbo Keïta, élue en commune 5 du district de Bamako. Une quinzaine de partis politiques ont présenté des candidats en plus de quelques candidats indépendants. Pour en savoir davantage, nous écoutons le président de la Cour constitutionnelle, Manassa Danyoko, et la Tomiko de Mahamadou Doumbia.
La Cour constitutionnelle du Mali, article 1, déclare irrecevable la candidature de M. Ibrahima Maïga pour non-paiement de la caution de 50 000 francs représentant les frais électoraux institués par le décret ci-dessus cité. Article 2. Déclare non valide les dossiers des candidatures présentées à l'élection présidentielle débutées en commune 5 du district de Bamako par M. Yacouba Omar Samaké et M. Boulambaro pour appartenance au même parti politique. Article 3. Proclame valide les candidatures de 1. Suleiman Boubacar Dia, architecte, candidat de l'Union communale pour la justice sociale, AJ à CJS. 2. Jacqueline Marie Nana, professeure de français, candidate du parti Rassemblement pour le Mali, RPM. 3. Mamadou Djigué, commerçant, candidat du Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau, PDAR-MJCD. 4. Boubou Diallo, gestionnaire, candidat du Parti Union pour la République et la démocratie, URD. 5. Mamadou Dao, commerçant, candidat du Parti des forces alternatives pour le changement, FAC. Samou Sidibé, 6. Comptable, candidat du Parti de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI. 7. Baba Samaké, administrateur de l'action sociale, candidat du Parti Union nationale pour la renaissance, UNPR. 8. Mahamadou Kembiri, journaliste, candidat du Parti Rassemblement pour la justice et le progrès, LJP. 9. Muntaka Diallo, commerçant, candidat indépendant. 10. Seriba Bengali, pharmacien, candidat indépendant. 11. Suleiman Diko, ingénieur en télécommunication, candidat du Parti Union malienne pour la République et la démocratie, UMPRD. 12. Oumar Sissé, enseignant, candidat du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko. 13. Aïda Bamba, comptable, candidate du Parti pour le développement économique et la solidarité, PDES. 14. Mahamadou Dioura, sociologue, candidat indépendant. Article 4. Dit que les réclamations éventuelles dirigées contre la présente proclamation doivent être déférées à la Cour constitutionnelle dans les 24 heures qui suivent la présente proclamation. Voilà, c'était là la liste des candidatures validées pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. La clôture du congrès des leaders spirituels musulmans. Comment les leaders spirituels peuvent-ils appuyer les autorités dans le processus de réconciliation nationale était la problématique posée. Les travaux ont été sanctionnés par des recommandations et la mise en place d'un bureau exécutif national de 74 membres présidé par Ousmane Chérif. Madani Aïdara, Adama Koulibaly nous en parle. Ce congrès est jugé grand événement de la communauté musulmane du Mali puisqu'il a réuni des représentants des leaders spirituels venus de toutes les localités du pays. Des délégués venus montrer combien l'islam peut servir à dissiper la haine entre les hommes, réconcilier les cœurs en aventure. Les responsables religieux, durant 2 jours, ont échangé sur de grandes préoccupations des autorités pour la reconstruction nationale. Ces réflexions ont abouti à des recommandations. Le congrès du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a résolu d'impliquer fortement les leaders musulmans dans le processus de réconciliation nationale du Mali, de réviser le système éducatif malien en vue du renforcement de la citoyenneté avec plus d'engagement et plus de spiritualité de la jeunesse malienne, de proposer aux autorités du Mali de prendre toutes mesures idoines en vue de mieux sécuriser le peuple malien sur le plan militaire, sanitaire, alimentaire et social. La mise en place de ce groupe est une aubaine dans la gestion du pays. Ce monde, quand il se regroupe, ça permet d'avoir un cadre beaucoup plus formel, d'interlocuteurs pluriels, mais en une voix porteur. Alors je crois que donc c'est un congrès qui, il faut saluer, montre de plus en plus la prise en compte d'un Mali divers, pluriel, tolérant, dans lequel l'islam serait toujours un élément de stabilité. Le congrès a mis en place un bureau exécutif de 74 membres avec Ousmane Chérif Madane Aïdara à la tête.
Devant les invités, chacun des membres a juré de ne pas trahir le pays, à commencer par le président du bureau lui-même. Des remerciements et reconnaissances sont faits à tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement pour venir signer leur participation dans la reconstruction du pays. Ce bureau élu désormais est prêt à appuyer les dirigeants dans la recherche de la cohésion sociale. Le Premier ministre, en réponse au plaidoyer des leaders religieux, a déclaré qu'il partage l'initiative d'amener tous les fils du pays à se donner la main. Modibo Keïta, en langue bamanankan claire, a promis aux leaders une rencontre d'échange dans les jours à venir. Le président de l'association Peace and Sport et conseiller du prince de Monaco, reçu ce matin par la première dame Keïta Aminata Maïga. Joël Bouzou est en visite au Mali dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de réconciliation et de cohésion sociale à travers le sport. À sa sortie d'audience, il est au micro de Salimata Dao. La visite fait suite à une visite de la première dame pendant le forum international Peace and Sport à Monaco, où nous avons beaucoup parlé et nous avons décidé de mettre en place des activités ici au Mali. Suite à une collecte d'équipements sportifs, des activités vont être lancées au niveau national et en particulier dans le nord du Mali pour travailler sur la cohésion sociale et sur la réconciliation, en particulier par des activités sportives avec des règles adaptées qui permettent de les déployer partout, mais aussi en construisant du matériel à partir de ressources locales plutôt que d'importer du matériel cher, de manière à ce qu'on puisse le déployer sur des zones très très importantes. Pour nous, c'est un grand challenge. On a beaucoup d'intérêt pour ça. Je pense que ça peut apporter beaucoup aussi, bien sûr, au Mali, avec la première dame qui comprend ces choses-là très bien. C'est de faire comprendre aussi que le sport, c'est pas seulement le sport, c'est aussi un espace neutre de dialogue qui permet aux gens de se retrouver et de dialoguer, d'accepter la différence et de vivre mieux ensemble dans l'unité. Donc ça, c'est vraiment le challenge important de ce programme. On place beaucoup d'espoir non seulement dans la réussite de ces opérations ici au Mali, mais aussi pour que ça soit un exemple pour la communauté internationale, pour les fédérations internationales, pour aussi le comité olympique international avec lequel nous travaillons. Installer vraiment le sport comme un outil de ciment et le faire depuis le Mali. Restons avec le président de Peace and Sport, Joël Bouzou, n'est pas venu les mains vides. Il a remis cet après-midi des matériels sportifs au Comité national olympique et sportif du Mali. Ces équipements destinés à certaines disciplines traduisent la volonté de Joël Bouzou de mettre le sport au service de la paix et de la cohésion sociale. Une convention a été signée par les deux parties. Khalifa Namatraoré, les détails. Faire du sport un véritable vecteur de la paix, c'est la mission que s'est assignée l'organisation internationale Peace and Sport. En s'engageant auprès du Comité national olympique et sportif du Mali, elle entend mettre le sport et ses valeurs au service des projets de développement. La convention ainsi signée par l'initiateur de Peace and Sport et la vice-présidente du Comité national olympique et sportif du Mali est juste une invite à l'adresse du monde sportif malien. La paix appartient à tout le monde. Tout le monde doit être concerné. Donc quand il y a des problèmes dans un pays, et dans le Mali en particulier, qui sont, je l'espère, provisoires, c'est toute l'humanité qui est concernée. Cette planète est trop petite pour pouvoir accepter ce genre de choses et c'est l'affaire de tous de contribuer de sa position, quelle qu'elle soit, à ce qu'on vive dans un monde meilleur. Donc le sport est une solution. Les sportifs sont aussi une solution. Et je veux saluer à ce titre les Olympiens qui sont là, peut-être aussi avec ma casquette de président des Olympiens, mais s'ils ont une influence sur la jeunesse, eh bien il faut la mobiliser pour que tous ensemble, et en particulier ceux qui sont présents dans la tête des jeunes, eh bien les incitent à rejoindre le sport structuré et le sport structurant, le sport espace de dialogue, de tolérance, d'acceptation mutuelle. La paix par le sport constitue une liaison entre les gouvernants et les leaders des sports. La politique a obtenu l'adhésion du Comité national olympique et sportif du Mali qui prône constamment la cohésion et l'apaisement au sein des différentes associations et fédérations sportives. Après l'usage des armes, hélas de la diplomatie, certainement, le sport veut laisser sa trace dans la recherche de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. En effet, Peace and Sport souhaite mettre au service du Mali son expertise, ses ressources humaines
et pédagogique pour mener à bien ce projet concret. Le CNO du Mali marque son adhésion à ce projet et de la vision du monde de Peace and Sport, le monde de la paix, de l'humanisme. Pour ce début de collaboration entre le sport malien et la structure basée à Monaco, un lot important de matériel sportif a été remis au comité olympique. Il s'agit à travers ces gestes, selon Joël Bouzou, d'appuyer la pratique de tous les sports et surtout les sports traditionnels. Les disciplines concernées sont pour l'instant le judo, le taekwondo, le karaté, le rugby, la pétanque, le volleyball et Ntola Sarama. Voilà, Joël Bouzou, le président de l'association Peace and Sport en visite au Mali. Le réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale s'y sont rendus dans les 3 centres de Boulé pour voir les conditions de vie des détenus. Ces élus nationales entendent apporter leur soutien aux femmes mineures et enfants retenus dans ces centres. Mariam Sarara a suivi la visite. Comment moraliser la société carcérale des femmes et des mineurs de Boulé? Comment améliorer leurs conditions de détention, notamment des mamans avec bébés? Voilà le combat que mène le réseau des femmes parlementaires. Pour bien s'armer, elles ont consacré toute une matinée dans les centres pour échanger avec les détenus et administrations. C'est tout à fait normal qu'on rende visite aux détenus, que ce soit au niveau de Boulé femmes, que ce soit au niveau des mineurs, mais surtout au niveau des enfants des détenus. Les enfants des détenus sont des innocents qui n'ont rien fait pour se retrouver dans cette situation. Et je pense que ceux qui s'occupent d'eux ont besoin de ce soutien. On a été à Boulé femmes pour signifier à ces femmes-là que nous sommes aussi des femmes. Donc on est disposé, et c'est même normal, et qu'on leur dise qu'elles ne sont pas seules. Les pensionnaires de ces différents centres ne sont pas tous détenus. Des mineurs et enfants qui suivent leur mère posent un problème aux responsables pénitentiaires qui demandent aux élus nationaux plus de soutien pour bien encadrer ces enfants. Aujourd'hui, je peux dire que le réseau des femmes parlementaires a un soulagement moral. Le fait d'avoir fait cette visite a fait du bien à ceux que nous avons rencontrés et nous a fait du bien nous. Ça nous permettra de dormir tranquille en nous disant qu'en tant que maman, nous sommes en train de jouer notre rôle. Et on va continuer à jouer ce rôle-là. Ces centres qui ont pour mission de détention, de rééducation et de réinsertion n'ont pas une capacité d'accueil suffisante pour les résidents. Le centre Nelson Mandela, qui vient de voir le jour, va être d'un apport capital pour la scolarisation des enfants accompagnants. Après avoir fait des dons aux 3 centres, les députés femmes ont acheté beaucoup d'articles confectionnés pour encourager les efforts de ceux qui veulent se donner un avenir meilleur. Arrêtons-nous un instant sur cette conférence des cadres du Nord sur la paix et la réconciliation au Mali, objectif présenté aux participants de la rencontre. Le plan d'action du collectif des ressortissants du Nord couronne et partagé l'esprit de l'initiative du 26 mars 2015 proposée par Elhaj Baba Aïdara, ancien député de Tombouctou et initiateur de la conférence. Lamine Keïta nous fait le point. Au terme des débats, quelques résolutions importantes ont été adoptées, dont entre autres l'attachement indéfectible du Coran à la République du Mali, le soutien du collectif au gouvernement dans son combat continu pour la préservation de l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la forme républicaine et le caractère laïque de l'État. C'est le lieu de rendre un hommage et une reconnaissance appuyée au Haut Conseil islamique, au cadre de concertation des sages et notables de Gao, de Tombouctou, de Kidal et de Mopti, à la résistance et au refus de la soumission et de l'asservissement des jeunesses du Nord du Mali, notamment celle de Gao. La conférence s'incline devant la mémoire des martyrs et de toutes les victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire qui sévit dans les régions nord du Mali. Elle félicite le gouvernement de la République, la communauté internationale et toutes les bonnes volontés pour les efforts fournis. La conférence adresse ses remerciements aux membres de la plateforme des mouvements républicains et à tous les groupes armés loyalistes.
Et nous avons ce communiqué de cette déclaration plutôt du cadre de concertation des notables de la région de Gao en prélude à la signature de l'accord prévu le 15 mai. Le cadre de concertation des notables suit avec une attention particulière et soutenu la situation socio-sécuritaire de notre pays. Aussi en prélude de la signature le 15 mai d'un accord définitif de paix entre le gouvernement du Mali et les groupes armés, les communautés des Gao, à travers le cadre de concertation des notables, félicite l'équipe de médiation, le gouvernement du Mali et les partis ayant adhéré à l'accord pour les sacrifices consentis afin d'asseoir les bases d'une paix durable et irréversible dans notre pays. Soucieux de voir un Mali indivisible, le cadre de concertation des notables se déclare toujours disposé à accompagner les plus hautes autorités de notre pays dans la recherche de la paix et de l'unité de notre pays. Et toujours en parlant du processus de paix engagé par les autorités, les populations de Léré et de Gourmararousse en 6e région ont initié des meetings d'information et de sensibilisation. Elles invitent les membres de la CIMA à ne pas rater cette opportunité de sortie des crises. À retrouver au cours de ce journal probablement le reportage de Yéa Tandina. Guinéens et Maliens en conclave, ils passent en revue la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola dans les zones frontalières et échangent les expériences sur les stratégies de communication et de mobilisation sociale. C'était à Kita, Mahamadou Alioubari, compte rendu. Cette rencontre transfrontalière entre les équipes de la Guinée et du Mali s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Elle vise à renforcer la collaboration transfrontalière afin d'arrêter la propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Nous avons été positivement impressionnés par nos frères maliens qui très sincèrement nous ont soutenus et jusqu'à présent par rapport à la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La maladie ne connaît pas les frontières. La population aussi ne connaît pas les frontières, malgré les maladies qui nous menacent chaque jour. Donc on a été obligé d'amener toutes les deux parties pour se parler et partager les idées pour avoir une solution plus rapide. La présente rencontre transfrontalière est surtout justifiée par la confirmation d'un nouveau cas de la maladie à virus Ebola dans le district de Lero, sous-préfecture de Sigiri, préfecture de Sigiri, République de Guinée-Conakry, et faisant frontière avec le district sanitaire de Kita. Cette rencontre, 6e du genre, a été l'occasion de passer en revue la situation épidémiologique des deux pays en mettant l'accent sur celle des districts frontaliers, tout en renforçant le mécanisme de suivi conjoint des interventions sur la bande frontalière de manière à le rendre plus efficace et efficient. Et toujours dans le cadre de la coopération entre notre pays et ses voisins, les gouverneurs des régions de Ségou et de Mopti ont préparé ce week-end à Dédougou, au Burkina Faso, journée nationale du paysan. Près de 1500 paysans ont préparé à cette édition qui avait pour thème accroître la productivité des exploitations agricoles familiales pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Candice là, notre envoyé spécial. Élaborer des politiques agricoles performantes qui répondent au mieux aux aspirations des exploitations agricoles familiales, c'est le sens profond de ces journées initiées à Dédougou, la capitale de la boucle du Mouhou au Burkina Faso. Pour cette 18e édition, présidée par le président de la transition burkinabé, chef de l'État Michel Kafando, environ 1500 paysans prennent part à l'édition. Parmi les invités, les gouverneurs des régions de Ségou et de Mopti. Une journée d'hommage rendue aux paysans et aux acteurs du monde rural d'une façon générale. Je pense que c'est le moins que l'on puisse faire pour ces hommes et ces femmes qui exploitent la terre nourricière pour nous nourrir. Ces journées sont marquées par des ateliers sectoriels qui vont permettre de dégager les entraves et les pistes de solutions liées à la promotion des exploitations agricoles et une foire agro-silvo-pastorale. Pour le gouverneur de Ségou, ces retrouvailles périodiques traduisent
les liens séculaires entre le Mali et le Burkina Faso. Nous avons profité en même temps pour parler non seulement des problèmes de sécurité dans son ensemble, et aussi de ce problème fameux qui est le problème des frontières. Vous savez, la coopération frontalière entre le Mali et le Burkina est un exemple non seulement dans la sous-région, en Afrique, et je peux dire même dans le monde. Les défis liés au changement climatique, à la sécurisation foncière, à la commercialisation ou la transformation feront les objets d'échanges directs entre les paysans des différentes régions et le président du Faso. Un débat qui sera assorti des recommandations et des engagements qui répondent aux aspirations des exploitations agricoles familiales. Restons à Dédougou au Burkina Faso avec toujours nos deux gouverneurs qui ont visité quelques sites de paysans burkinabés afin de forger une vision commune entre Maliens et Burkinabés pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans nos deux pays. Retrouvons notre envoyé spécial. La première exploitation visitée par la délégation malienne accompagnée du haut-commissaire de Dédougou est située dans le village de Kamandina dans la boucle de Mouhou. Ici, plusieurs variétés de bananes sont expérimentées avec des cycles culturels de 48 mois pour un rendement de 40 tonnes à l'hectare. Un groupement de 15 membres exploite les 6,5 hectares. Tous les membres du groupement Notaba vivent de cette filière qui est la banane. Si toutes les conditions sont bien réunies, il n'y a pas de problème. Le producteur peut se retrouver avec 6 millions de bénéfices. Autre exploitation visitée est celle d'un particulier du nom de Bonkungu Mahamoudou. Moi, je salue plutôt la gestion. Je pense que c'est des exploitations qui sont en cours depuis les années 99. Et si jusqu'ici elles tiennent, je pense que c'est parce qu'elles sont bien gérées. Cette visite des deux gouverneurs des régions du Mali démontre à suffisance que l'autosuffisance alimentaire au Burkina, tout comme au Mali, passe par la conjugaison des efforts. Nous avons besoin de la synergie d'action de nos pays. C'est-à-dire le paysan malien doit se retrouver dans le paysan burkinabé et vice-versa. C'est ce qui est recherché aujourd'hui. Le développement ne peut pas être de manière, disons, unilatérale. Le développement doit être global. Chemin faisant, le gouverneur Tcherno Boubacar Cissé a partagé ses inquiétudes avec les responsables chargés des travaux de la route Mali-Burkina. Si, du côté burkinabé, les travaux sont terminés, côté malien, des efforts restent encore à déployer. Nous sommes dans les champs, restons-y pour parler de l'atelier régional de programmation du Centre national de spécialisation pour le riz. Durant 3 jours, les participants vont s'impliquer à proposer un programme régional de recherche et de développement pouvant faire de la sous-région un pôle d'excellence en matière de production de riz. Les représentants de 13 pays de la CEDEAO prennent part à la rencontre, nous indique Fademba Keïta. Analyse détaillée des documents de synthèse présentés par les éminents chercheurs de tous les pays participants, suivi des propositions d'enrichissement et de validation des différents rapports, tels sont les points qui seront abordés au cours de cet atelier. Le Centre national de spécialisation sur le riz, CNSRI, dans la mise en œuvre de cette deuxième phase du programme, veillera à ce que les échanges et communications en plénière, traduits en français et en anglais, puissent contribuer à l'amélioration de la production et de la productivité de la filière riz à travers la vulgarisation de nouvelles technologies. Cet atelier sous-régional organisé dans le cadre du WAP 2A s'inscrit dans le processus de passage du Centre national de spécialisation sur le riz en un centre régional d'excellence. Les pays membres du programme se fixent ainsi comme objectif l'atteinte d'un taux de croissance annuel de l'ordre de 6% pour la productivité agricole. Le WAP a été conçu avec comme objectif majeur l'amélioration de la productivité agricole avec l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Vous avez beaucoup de matières grises qui sont réunies aujourd'hui à Bamako pour 3 jours pour faire un véritable diagnostic de la filière riz au Mali et faire en sorte que comment le centre régional en perspective va être un centre fédérateur de toutes les intelligences, de toutes les expériences, de tous les acquis,
en matière donc, de recherche et de promotion du riz pour vraiment faire donc, de ce centre un véritable centre de pilote et faire du Mali un pays vraiment donc, de référence par rapport au riz. Le système de riziculture intensive mis en œuvre par le programme permet de pallier le changement climatique, d'améliorer le rendement des superficies aménagées, d'économiser la semence qui est aujourd'hui de 20 kg par hectare contre 70 à 120 kg par hectare habituellement. Le programme qui est à sa deuxième phase est financé par la Banque mondiale et ses partenaires. D'un atelier à un autre, celui-ci concerne les élus des collectivités locales de 5 pays du SILS, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'atelier vise donc à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans ces zones et se base sur la sélection des initiatives d'exploitation familiale pour une capitalisation active. Mamoudou Sidibé, reportage. Cet atelier sous-régional sur la sélection des initiatives d'exploitation familiale se veut un espace pour faciliter l'émergence d'un dialogue politique concerté sur la sécurité alimentaire. Cette initiative concerne les territoires transfrontaliers du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso. Ce projet cherche à résoudre une équation d'apparence simple. Comment définir les politiques publiques agro-pastorale à travers la mise en valeur de ce que l'on sait faire dans nos villes et villages. D'approche facile a priori, sa complexité se mesure à la réalité des politiques en cours en Afrique. Sécurité alimentaire et bonne gouvernance, c'est le thème sur lequel des échanges et discussions seront portés en vue de mieux orienter le projet Diapoko, dialogue politique concerté. Au finish, notre hypothèse de conclusion, c'est qu'effectivement, il est bon de travailler sur des réalisations, des infrastructures, mais il est bon de tenir compte du point de vue des acteurs locaux pour pouvoir alimenter les politiques publiques. Et tenir compte des avis des acteurs locaux, nous pensons qu'il faut aller au-delà. Il y a des actions qui sont menées par les acteurs à la base pour faire face à certaines contraintes. Au Mali, le projet concerne 126 organisations paysannes de la région des Cailles. À compter de mars 2014, le projet a une durée de 36 mois pour un budget d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Je vous le disais tantôt en parlant du processus de paix engagé par les autorités. Les populations de l'Éré de Gourma Harousse en 6e région ont initié des meetings d'information et de sensibilisation. La correspondance de Yéa Kandina. C'est par des meetings que les communautés de Gourma-Harousse et l'Éré en 6e région se sont exprimées pour apporter leur soutien indéfectible aux autorités du Mali à l'Éré. Le ton est donné par la jeunesse habillée en vert, jaune et rouge. Ici, les différents intervenants ont invité les frères de la coordination des mouvements de l'Azawad à paraffer l'accord. Les femmes sont les plus déterminantes. Ici, nous sommes tous là, peau blanche, pour nous réconcilier. Nous demandons à nos frères réfugiés de regagner le terroir. C'est le Mali. C'est ce qui nous unit et nous devons le sauvegarder. Toutes les sensibilités sont réunies aujourd'hui pour manifester, pour dire à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont derrière l'État malien. Et aujourd'hui, tout le monde a la conviction que nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad, avec ce qu'ils voient aujourd'hui, auront quand même à réfléchir et ils mettront de l'eau dans leur vin et ils vont signer cet accord-là. Ensemble, nous sommes le Mali. Ou encore, signons la paix étaient les messages brandis par les acteurs en blanc. Parce qu'on est fatigué. On cherche rien sauf la paix. Et on cherche un Mali uni et indivisible. En plus de la mobilisation sociale, nous avons vu derrière cela un engagement ferme des populations à aller vers la paix et la réconciliation. Cette mobilisation sociale à l'Éré comme à Gourma-Harousse prouve à suffisance l'engagement et la détermination des communautés d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive, a fait entendre le porte-parole de la société civile. Sur un tout autre plan, saluons cette venue. Un hôtel Sheraton sera bientôt ouvert au Mali. Le contrat de gestion a été signé ce matin entre le groupe américain Starwood et Koira Investment du Mali. L'immeuble sera construit en face de la cité administrative. Plus de 39 milliards de francs CFA seront déboursés par l'entreprise Koira Investment pour sa réalisation. Le point, c'est avec Sira Bachili.
Ces signatures scellent le partenariat entre Koira Investment et Starwood Hotel Resort. C'est un contrat de gestion qui est paraphé par les deux entreprises. Bientôt sortira de terre un immeuble R+9 avec 200 chambres. L'hôtel Sheraton, c'est son nom, sera situé en face de la cité administrative côté ouest. En plus d'un centre commercial, 4 types de chambres seront proposées à la clientèle, dont des chambres pour handicapés. Dans ce contrat, c'est Koira qui est le promoteur du projet, c'est Koira qui emmène tous les fonds, c'est Koira qui investit le projet et Sheraton emmène leur savoir-faire. Ils nous assistent à gérer l'hôtel. On s'occupera bien sûr aussi des réservations, des systèmes de réservation, de la comptabilité, etc., etc. Donc nous, notre rôle, c'est un gestionnaire. Mais aussi, on va faire l'entraînement des employés ici à l'hôtel pour qu'ils aient un niveau international. L'hôtel Sheraton va donc coûter à l'entreprise Koira Investment la somme de 60 millions d'euros, soit 39 milliards 300 millions de francs CFA. Le ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé a salué cette initiative qui contribuera à l'embellissement de la ville de Bamako et à la création d'emplois. Au moins 600 emplois pendant la phase de construction, 300 emplois directs et 300 autres emplois indirects pendant la phase d'exploitation. Et nous disons que c'est dans le cadre de la rencontre Afrique-France que nous voulons placer sous le signe du développement. Nous voulons que d'autres Maliens, des investisseurs maliens et étrangers, pourquoi pas, s'investissent pour que justement cet événement ne soit pas simplement une rencontre, mais que ce soit vraiment un projet où on va pouvoir sentir que le pays a fait un bond. Nous avons aujourd'hui des possibilités et des facilités que nous sommes disposés à offrir à tout investisseur. Le groupe américain Starwood Hotel est porteur de 10 marques. Il a la gestion de plus de 1000 hôtels à travers le monde, dont 37 en Afrique. Le groupe Koira Investment, qui est malien, est aussi promoteur de l'hôtel Radisson Blu. Les 28 et 30 avril 2015, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer la 13e journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Le thème de cette édition est la construction d'une culture de la prévention en matière de la sécurité de santé au travail. À cet effet, je vous propose de suivre le message du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord, Amadou Konaté, au micro de Al-Jumatina. Cette année, nous célébrerons la 13e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels. La célébration de ces deux journées se passe aujourd'hui dans un contexte où l'Union africaine vient de réaffirmer à Addis Abeba des positions très avancées sur la protection sociale pour le développement inclusif lors du premier sommet du Comité africain technique spécialisé du développement social, de l'emploi et du travail. Pour la décennie à venir, la vision pour les secteurs de l'emploi et du travail consistera à l'éradication de la pauvreté et au développement inclusif. Les États membres devraient adopter des systèmes complets de protection sociale à caractère contributif et fournissant en même temps des filets de sécurité non contributifs, incluant au cœur du dispositif de développement et de l'économie du secteur informel dans les services du marché du travail. Si nous voulons maintenir et même améliorer le niveau de revenus de nos emplois, et contribuer efficacement à libérer les individus, les familles et les communautés du joug de la pauvreté, nous devons renforcer la protection sociale à travers la réduction des conséquences des risques professionnels par des mesures de prévention. Le groupe scolaire Tcheba de Sikasso vient de recevoir de Toguna Agro-Industrie un bloc informatique pour plus de 62 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure a eu lieu ce samedi sous la présidence du gouverneur de la 3e région en présence du PDG de Toguna Agro-Industrie, Seydou Nantoumé. Voilà, compte rendu Sekou Konati. Composé de 2 salles dotées chacune de 10 ordinateurs,
un bureau directeur et une salle gardien. Ce bloc informatique que le groupe Toguna vient de mettre à la disposition du groupe scolaire Thieba de Sikasso a coûté 62 millions de francs CFA. Sa réalisation est une réponse à une exigence des temps modernes. Le CAP de Sikasso est très heureux d'habiliter cette infrastructure qui va contribuer à la lutte contre la médiocrité. C'est une évidence. C'est une évidence, la technologie est incontournable dans l'apprentissage. Aussi, l'outil informatique devient de plus en plus incontournable dans le processus d'acquisition des apprentissages. C'est pourquoi l'initiative de M. Sédou Nantoumé est un appui pertinent qui vient à point nommé. Toute chose qui justifie la forte mobilisation de ce samedi pour saluer ces gestes du groupe Toguna qui, en plus du monde rural, a choisi de faire un clin d'œil à plusieurs autres secteurs pour le bonheur des populations. J'ai l'habitude de dire, au-delà de la réalisation de l'objectif de rentabilité propre à toute entreprise, Toguna Agro-Industrie se veut un acteur de développement qui place la promotion de l'homme et son environnement vital au centre de ses préoccupations. Et les autorités régionales, tout en saluant l'entreprise citoyenne Toguna, d'appeler à la meilleure des utilisations de l'outil informatique. Nous savons que l'informatique aujourd'hui est incontournable. C'est un outil performant. Et ça nous mène sur la toile mondiale. Mais sur la toile mondiale, il n'y a pas que du bon. Il peut y avoir aussi du mauvais. Mais c'est à nous de choisir ce que nous voulons faire apprendre à nos enfants. Et là, ça revient à l'encadrement. Cette cérémonie a été marquée par la remise des clés d'une maison d'habitation aux supporters des Aigles du Mali, Boubacar Traoré, la découverte de la plaque et la visite du joyau. À présent, je vous invite à suivre le président de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers, Amadou Togola. Il nous donne plus de détails sur la variation de prix de quelques produits du quotidien, des propos recueillis par Daouda Sidiki Diarra. Si nous prenons la période de juillet 2014 à février 2015, qui est la période récente, la plus récente, nous avons assisté à une baisse drastique du prix des produits pétroliers. Pourquoi? Simplement parce que l'offre a augmenté. Et au même moment, vous savez, sur la période de juillet 2014 à février, il y a une stagnation économique en Europe, ce qui a joué également sur la demande. Et au même moment, l'OPEP n'a pas changé son quota de production. Et tous ces éléments réunis ont fait qu'il y a eu une baisse drastique des prix sur la période de juillet 2014 à février 2015. Nous avons donc assisté au même moment à une baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Les prix des produits pétroliers à la pompe ont baissé pratiquement de 687 francs par litre et en moyenne sur le gasoil à 635 francs par litre en février 2015. Au même moment, les recettes de l'État ont été améliorées parce que c'est quand même une période d'embellie pour l'État du Mali. Et les niveaux des recettes qui étaient à 6 milliards 667 millions environ en juillet 2014 sont passés pratiquement à 12 milliards environ au mois de février 2015. Donc il y a une embellie, une augmentation des recettes. Mais cela dit, il faut noter qu'il y a eu quand même des manques à gagner sur la même période. Le fait qu'on s'est abstenu sur la période de juillet 2014 à février 2015 de refléter systématiquement l'augmentation des prix sur les prix à la pompe, l'État a renoncé, a eu un manque à gagner de 33 milliards 300 millions. Mais sur la période de mars à avril que nous vivons, c'est que l'offre des produits pétroliers a baissé, la demande a augmenté sur la période de mars à avril. Parce que simplement, vous avez vu la reprise économique en Europe notamment. Et deuxièmement, vous avez vu que le cours s'est enrichi, le dollar a pris de l'envol. Donc ces phénomènes conjugués font qu'au mois de mars et avril, nous avons assisté à une augmentation des prix fournisseurs pour ce qui concerne le Mali. Et ceci s'est traduit au niveau des prix domestiques par une augmentation
les prix fournisseurs ayant augmenté au mois de février de 51 francs par litre, nous avons répercuté, sur les 51 francs par litre, nous avons répercuté 25 francs par litre en termes d'augmentation à la pompe. Le reliquat, soit 26 francs par litre, l'État a renoncé à ça. Ce qui s'est traduit par un manque à gagner sur les recettes budgétaires de 1,7 milliard de francs CFA, rien qu'au mois de mars. Au mois d'avril, les prix fournisseurs ont également augmenté, mais dans une moindre mesure à 5 francs par litre. Mais l'État a maintenu en avril les prix du mois de mars. Dans exactement 6 mois, la Maison des femmes de Nyoro du Sahel sortira de terre. Coût de réalisation 30 millions de francs CFA. Moussa Diakité, correspondance. Située en plein cœur de la ville sur un espace de 541 mètres carrés 65, entre le camp militaire et le centre commercial, la nouvelle maison des femmes de Nyoro du Sahel, qui verra le jour dans 6 mois, coûtera 30 millions de francs CFA, entièrement financée par M. Oumar Nyangadou Di Petit Barou, un opérateur économique ressortissant du cercle installé à Bamako. La femme, État, mère, épouse, sœur, on a un rôle important, on doit jouer ce rôle important, mais sans la cohésion, sans l'entente, sans la patience, on n'y arrivera pas. Nous invitons l'entreprise vraiment à diligenter les activités afin que dans un laps de temps, on puisse avoir un joyau architectural bâti dans les normes pour le bonheur des femmes de Nyoro du Sahel. Elle comprendra un bureau pour la présidente, un bureau pour la secrétaire, 3 magasins, une chambre pour le gardien, une salle de conférence et un bloc de 2 latrines. On appelle à l'ensemble des ressortissants du cercle de dire que le cercle ne sera que ce qu'ils feront du cercle. Parce que le cercle ne peut se développer que par la contribution de ces ressortissants, installés ça et là à travers le monde. Les autorités du cercle ont profité de cette pose de première pierre pour appeler les femmes à l'union, à l'entente et à la solidarité pour le bonheur des 116 887 femmes du cercle. Place maintenant à notre rendez-vous santé du lundi. La chronique s'intéresse ce soir à la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie héréditaire très fréquente chez les personnes de couleur, se manifestant dès le bas âge. Cette maladie exige une prise en charge précoce. Focus Santé, dirigé par Chessila Damélé, est allé voir au service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré. La drépanocytose ou anémie falciforme est une maladie génétique héréditaire due à la présence de l'hémoglobine S anormale dans le sang. Si au Mali, entre 6 et 16% de la population portent des signes de cette maladie, ceux qui la manifestent réellement, autrement dit les drépanocytaires homozygotes, sont entre 1 et 3% de la population. Selon les spécialistes, le diagnostic et le suivi précoce de la drépanocytose sont très importants. Chez les enfants de bas âge, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 1 an, la complication la plus redoutée, c'est l'anémie. Cela peut amener l'enfant vers le décès. Mais il y a aussi des complications d'origine infectieuse. Et ces complications infectieuses peuvent intéresser l'os, elles peuvent intéresser les poumons, elles peuvent intéresser la peau et même d'autres organes comme l'œil, le cœur, etc. Mais aussi, il y a des complications qui peuvent arriver à un âge un peu avancé, des complications telles que l'accident vasculaire cérébral. Mais il y a aussi un phénomène qui peut arriver chez les jeunes adolescents, qu'on appelle le priapisme, qui en fait est une érection douloureuse qui peut aboutir, quand il y a un effet, à un problème de stérilité chez ces enfants devenus adultes. À cela, on peut ajouter les complications osseuses qui peuvent avoir des conséquences sur les fonctions motrices du sujet adulte. Pour aller vers la prise en charge précoce, il faut d'abord connaître les nombreuses manifestations de la maladie. D'abord, dans la famille, le fait qu'il y ait des antécédents, c'est-à-dire des cas de décès précoces avant 5 ans, du fait d'une anémie ou d'une jaunisse qu'on appelle ictère communément en langage médical,
ou du fait qu'un enfant meurt très tôt, avant 5 ans, du fait d'une infection grave, ça peut orienter les parents, mais aussi il y a les manifestations de la maladie qui peuvent orienter les parents, notamment la douleur. La drépanocytose est d'abord une pathologie de la douleur, parce que c'est des enfants qui sont toujours malades, qui peut-être même sont taxés de paresseux à l'école, mais aussi du fait des infections, c'est des enfants qui sont toujours en milieu hospitalier. Les parents peuvent s'orienter aussi par le fait que ces enfants peuvent avoir, dès le bas âge, un phénomène qu'on appelle syndrome pied-main, qui en effet est caractérisé par un gonflement du dos de la main et du dos des pieds, ce gonflement est très douloureux, qui peut aussi être un élément d'orientation en plus de l'anémie qui est très très fréquente. Depuis la création en 2005 de l'unité de prise en charge de la drépanocytose au CHU Gabriel Touré, plus de 4000 enfants drépanocytaires sont régulièrement suivis selon un calendrier. Ces patients proviennent généralement de l'intérieur du Mali ou des centres de protection maternelle et infantile. Alors, question, est-on condamné à mourir jeune quand on est drépanocytaire? Non, loin de là. On peut vivre avec cette maladie et avoir une espérance de vie comme les autres enfants ou comme les autres adultes. Cependant, si rien n'est fait avant 5 ans, effectivement, ça peut entraîner des décès, parce que par faute de prise en charge, mais aussi par la méconnaissance de la pathologie, puisque avant 5 ans, l'enfant est exposé à d'autres maladies qui peuvent s'ajouter sur cette maladie. Si on prend l'exemple du paludisme, les sujets qui sont hétérozygotes feront rarement du palud grave. Par contre, ceux qui sont homozygotes peuvent mourir facilement d'un paludisme simple, par exemple. La prise en charge des drépanocytaires tourne autour de 15 à 105 000 francs CFA par an pour ceux qui n'ont pas de complications. Ce chiffre peut aller de 150 à 500 000 francs CFA par an pour ceux qui ont des complications. Cette maladie génétique peut disloquer des couples, les épouses étant généralement accusées d'être à la base de la transmission du gène anormal. Les spécialistes nous rappellent que la maman à elle seule ne peut pas transmettre la forme maladive de la drépanocytose. Il faut que le papa lui aussi ait le trait drépanocytaire. Et du sport avant de clôturer ce journal. En ouverture de la 14e journée, le stade malien de Bamako a dominé l'AS Bakaridjan 2-0 et l'USFAS s'est imposé par le score de 2-0 devant le Niana de Koulikoro. Le stade occupe désormais la tête de la Ligue 1, suivant Mamoutou Danté pour le résumé des 2 matchs. Le stade malien se repositionne à la tête de Ligue 1 grâce à sa victoire 2-0 devant l'AS Bakaridjan. Après une première période équilibrée des 0 buts partout, Abdoulaye Sissoko ouvre le score pour le stade malien à la 50e minute avant de voir Mamadou Koulibaly inscrire le deuxième but à la 88e minute. Il est expulsé aussitôt après son but pour cumul des cartons jaunes. Avec ces succès, les Blancs voyageront avec confiance pour le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Notre objectif aujourd'hui, c'était de revenir en tête de ce classement face à une très très bonne équipe de Bakaridjan. Et je pense qu'aujourd'hui, notre victoire est très très méritée sur l'ensemble de la partie. On voulait se sécuriser avant notre déplacement autour de la Champions League. Ce qui m'a plu, on a vu un bon match. De part et d'autre, on avait un match. Mais c'est mon équipe qui a flanché sur le plan défensif. C'est à nous de corriger. Le stade malien, avec 28 points, reprend la tête de Ligue 1 et l'AS Bakaridjan reste à 22 points. La deuxième affiche de la soirée a vu la deuxième victoire consécutive de l'USFAS en championnat 2-0 face au Niana de Koulikoro, qui continue sa série de défaites depuis la 10e journée. Dès la 30e minute, Alassane Dambélé donne l'avantage à l'USFAS et à la 56e minute, Salif Diakité avec une frappe bien ajustée double la mise pour les militaires. Le travail qu'on a fait en début de saison est en train de venir. Parce que la saison, c'est-à-dire le championnat est long.
Donc il fallait une bonne préparation pour qu'on puisse terminer en beauté. Mais on est à la 14e journée, donc il reste beaucoup à faire encore. J'espère que les garçons sont en train de montrer qu'ils ont fait une bonne préparation en début de saison. J'ai des problèmes de l'attaque. Bon, comme moi je viens de prendre l'équipe, ça me fait le deuxième match aujourd'hui. Bon, je veux croiser les dirigeants. Il faut qu'on va faire le renfort à l'attaque. C'est tout. L'USFAS a désormais 18 points moins 4 et l'AS Niana 19 points moins 10 au classement provisoire de la 14e journée. Pour la 15e journée, l'USFAS se mesurera à l'AS Bakaridjan et le Niana recevra les Stades Maliens de Bamako. Et vous pouvez suivre après ce journal et magazine sur la tournée du ministre des Maliens de l'Extérieur, Abdraman Silla, du 13 au 29 décembre 2014. En Chine, Guangzhou, Pékin et You, en Arabie Saoudite, Jeddah, la Mecque, Médine et aux Émirats Arabes Unis, Dubaï, à la rencontre de nos compatriotes et des autorités des pays d'accueil. Voilà, sur ce, prend fin cette édition. Merci de votre aimable fidélité à l'ERTM. Un grand merci à vous qui nous suivez de Bamako. Tout à l'heure, la météo avec Balkissa Aïdara. Aux environs de 21h30, le JT des formations, une présentation de Mohamed Ould Mamouni. Demain, 10h, 13h, Rachel Tessougué sera là et tout le plaisir sera pour moi de vous présenter les éditions du soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente nuit. Bonsoir.